À partir de maintenant, vraiment, j'insiste, il y a des chances que tout ce qu'on dit dans cette pièce est entendu. Ok. Donc, vraiment, faites attention à ce que vous dites.
L'innovation et la transformation numérique sont des facteurs qui permettent aujourd'hui aux entreprises de s'adapter dans un environnement en perpétuel mouvement. L'innovation est bien plus qu'un concept abstrait. Elle s'applique à tous les secteurs et est adaptée aux réalités de chaque entreprise. Innover, c'est savoir s'ajuster aux besoins d'un client grâce à une approche nouvelle. Beaucoup d'entreprises en Afrique et au Gabon notamment ont compris l'importance de l'opportunité qu'offre le numérique et donc se sont lancés dans des grands projets de transformation digitale et d'innovation. Vous avez par exemple des sociétés comme UBA qui a lancé le chatbot Léo qui permet de faire du service après-vente même après que la banque soit terminée. Et les services publics, donc les grandes entreprises parapubliques, sont aussi dans cette vague, puisque très récemment, vous avez par exemple vu la CNAM-GS qui a annoncé un service de télétransmission, de télégestion pour améliorer le service aux usagers de la CNAM-GS. Créée dans le cadre du plan stratégique Gabon numérique, la SING œuvre pour renforcer la compétitivité des économies africaines à travers le digital. Avec son incubateur numérique Pivot 4.0, elle se positionne également comme un tiers-lieu de l'innovation, c'est-à-dire un terrain d'expérimentation des innovations les plus récentes pour les entreprises gabonaises. Le Gabon est le premier pays connecté d'Afrique centrale et de l'Ouest. Internet, qui présente un potentiel de développement considérable pour l'économie, couvre 70% du territoire gabonais et constitue une véritable opportunité de croissance. Les startups l'ont d'ailleurs bien compris, mais manquent bien souvent de financement au démarrage. Pour pallier à ce problème, la SING a créé des programmes et des offres d'incubation qui facilitent l'entrée pour l'entrepreneuriat numérique. Bonjour, nous sommes Julien Ekenet, fondateur de LibreVie Service. C'est une plateforme de livraison à la demande qui permet de faire des courses de tout genre. C'est pratique, c'est rapide via la géolocalisation, mais aussi permet le temps-emploi. Nous sommes étudiants en France et nous nous sommes rapprochés de la SING pour nous adapter aux réalités du terrain et répondre aux attentes du marché local. Je m'appelle Ariane Akere, cofondatrice de la start-up gabonaise Sapay, qui est une solution numérique de paiement en masse via Mobile Money qui permettra aux salariés de ne plus se déplacer d'une ville vers une autre pour percevoir leur salaire. 81% des villes n'ont pas d'établissement bancaire. Et nous sommes partis d'une simple idée aujourd'hui avec l'appui et l'accompagnement technique, matériel et les experts de l'incubateur, nous avons un prototype fonctionnel. Bonjour, je suis Biran Diaye, fondateur de la solution Orema. Orema est une solution numérique qui permet de gérer et d'intervenir à distance sur les compteurs EDAN à partir d'une application ou d'une plateforme web. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Pour les usagers SEG, ce sera recharger, consulter à distance, plus besoin de rentrer les codes physiquement sur le compteur. Agile, audacieuse et pressentie pour une croissance exponentielle, ces startups peuvent permettre aux entreprises d'adopter rapidement et efficacement de nouveaux modèles commerciaux bien plus performants. Nous encourageons vraiment les entreprises gabonaises à se lancer dans l'innovation numérique, car aujourd'hui le numérique touche tous les secteurs, que ce soit le bois, l'agriculture, le bâtiment. Tous les services de l'économie peuvent être impactés et peuvent être multipliés si le numérique trouve sa place dans la société gabonaise. Ce que nous voulons faire à la SING, c'est d'amener en fait les chefs d'entreprise, que ce soit les multinationales, les administrations, à sensibiliser leurs employés à l'utilisation du numérique, à améliorer le service client grâce au numérique ou encore à développer de nouveaux produits qui vont permettre de pouvoir atteindre de nouveaux marchés. Nous mettons en lien les startups et les jeunes qui sont réellement performantes pour qu'elles puissent apporter leur agilité auprès des grandes entreprises. L'administration n'est pas en reste, ce que nous voulons faire, c'est introduire plus de numérique pour améliorer le service aux usagers. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Edouard Guedet. Je souhaite la bienvenue à tous à cette deuxième édition du SING Connect. Et on va ensemble pendant 1h30, un peu plus, discuter d'une thématique que vous pouvez lire en dessous d'ailleurs, qui est donc la protection des données à caractère personnel, le cas de Facebook et de WhatsApp. Donc sans plus tarder, avant de commencer réellement à planter la thématique, je vais vous présenter qu'est-ce que la SING, puisque la SING, Société d'incubation numérique du Gabon, en fait c'est un incubateur qui est spécialisé dans l'accompagnement, le conseil, l'incubation des startups qui incorporent un projet numérique. Et donc notre mission, en fait, en gros, c'est de soutenir la compétitivité des économies africaines grâce à l'innovation numérique et la transformation digitale des entreprises et des administrations. Notre raison d'être, en fait, c'est de renforcer la compétitivité, comme dit, des économies africaines grâce à l'innovation numérique. Et notre vision, c'est de faire émerger des champions nationaux compétitifs dans le secteur du numérique
à l'échelle du continent d'ici 2030. Donc l'idée c'est que non, il y a parfois plusieurs entreprises, plusieurs startups qui en fait ont réellement les capacités d'émerger, de se développer, mais qui ne peuvent pas le faire à cause des barrières à l'entrée, le loyer pour se mettre en place coûte trop cher, etc. Ils ont toutes ces contraintes du fait donc elles sont bloquées, elles peuvent plus se développer. Et grâce à la SIG et nos différents programmes d'incubation, on a la possibilité de les aider pour qu'ils puissent se mettre en place. Donc, nos offres globales, il y en a quatre. Il y a le conseil, comme je disais, le conseil des entreprises, mais aussi des administrations en stratégie. On a les finances, c'est-à-dire pas qu'on donne des sous physiquement aux gens, mais l'idée c'est qu'on aide les startups à monter des dossiers pour des demandes de financement aux différents organismes nationaux ou internationaux. Comme on l'a déjà fait notamment pour la startup pour Emma, mais aussi pour d'autres startups qui sont incubées à la SINC ou alors qui viennent nous voir pour d'autres raisons. On a aussi des programmes d'incubation. Le programme technique est un programme réellement qui est conçu pour être sur mesure par rapport aux demandes des startups, mais on a aussi le programme Cohorte Innovation, un programme beaucoup plus long et conséquent qui permet pendant 3 mois aux différentes startups d'être incubées et de pouvoir bénéficier d'accompagnement vraiment gratuitement. Elles ont des locaux, elles ont du matériel pour réellement se lancer dans leur développement. Alors maintenant j'ai un petit peu brossé le tableau sur qu'est-ce que la SINC, puisque la SINC a que cet événement, on va revenir sur qu'est-ce que le SINC Connect. Donc le SINC Connect, c'est une rencontre mensuelle. On a décidé de le reprendre en 2021, on avait commencé en 2020 et en 2021 c'est reparti. Donc l'idée c'est de se réunir entre professionnels du secteur privé, du public, des startups, des techniciens. L'idée c'est que réellement on ait plusieurs personnes qui sont passionnées par le web autour d'une thématique bien ciblée, qu'on puisse échanger ensemble sur la thématique, mais aussi des pistes d'amélioration, c'est des bonnes pratiques à mettre en place pour, entre guillemets, un digital un peu plus sûr et aussi plus prospère pour nous tous. Alors sans plus tarder, on va directement tomber sur la thématique qui nous concerne. Et avant d'aller plus loin, je vais demander à vos autres intervenants de se présenter. On a donc parmi nous avons quelques intervenants très connus et aussi qui ont ensuite tiré leur épingle du jeu. Donc, vous les voyez à l'instant, nous avons Madame Karine Mazan, qui était une avocate. Si tu peux te présenter pendant juste quelques minutes. Donc, bonjour, je suis Karine Mazan-Boumba-Titula, je suis avocate au barreau de Paris et de Madrid et je suis fondatrice du cabinet MMT Avocat où j'accompagne les tech entrepreneurs et les web entrepreneurs sur les questions de droits numériques, droits des nouvelles technologies, de la propriété intellectuelle et en particulier sur la question de la protection des données personnelles. Merci beaucoup, Karine. Je vais passer maintenant à Monsieur Ekamou. Monsieur Ekamou qui représente une commission gabonaise qui est spécialement qui a été spécialement créée pour la protection des données à caractère personnel. Oui, je suis Samuel Moussounda Ekamou, commissaire permanent à la CNDP DCP. Je suis juriste de formation et gestionnaire des télécommunications. Merci beaucoup, Monsieur Ekamou. Alors ensuite, je vais demander à Monsieur Olivier Ona, data analyst, de se présenter un petit peu. Ok, je suis Olivier Ona, data analyst, blogueur et écrivain à mes heures perdues. Grand passionné du numérique. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Donc, ces spécialistes sont réunis dans l'idée de pouvoir vous donner des informations. On va débattre un petit peu. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la thématique qui nous réunit, c'est en fait la protection des données à caractère personnel au Gabon, le cas de Facebook et de WhatsApp. Avant de réellement leur passer la parole, je vais d'abord vous remettre un petit peu dans le contexte. Donc, WhatsApp, tout le monde connaît déjà à peu près ce que c'est, mais je vais quand même rappeler rapidement. Donc, WhatsApp, c'est une application de messagerie qui est une application de messagerie. L'idée, c'est grâce à WhatsApp, on peut envoyer des messages à nos proches pour qu'ils puissent simplement, sans avoir à passer forcément par le réseau mobile. Donc, il faut savoir que WhatsApp a été lancé il y a quelques années, mais aujourd'hui, il a énormément d'utilisateurs. Donc, jusqu'à là, tout se passait bien. On ne passait plus par le réseau mobile, on passait par Internet pour des appels et des messages. Il n'y avait pas de souci. Le problème vient pas réellement un problème, mais là où ça commence à se gâter, c'est qu'en février 2014, WhatsApp est passé officiellement sous le giron de Facebook. Donc, WhatsApp appartenait à Facebook. Pour vous donner des chiffres, pour faire rêver, ils ont racheté WhatsApp pour 19 milliards de dollars, dont ils ont payé 4 milliards de dollars au comptant. Cette offre a été réévaluée en octobre 2014, si je ne me trompe pas, à 22 milliards de dollars. Donc on peut se dire que c'est énormément d'argent. Est-ce que c'était vraiment rentable? Oui, parce que à l'époque, WhatsApp avait 450 millions d'utilisateurs, ce qui fait qu'ils ont payé à peu près 42 dollars l'utilisateur. On peut se dire que c'est quand même cher, mais ils ont fait des deals qui sont parfois moins avantageux.
À l'époque, quand ils avaient racheté Instagram, ils avaient payé 20 000 $ l'utilisateur. Donc il y avait nettement moins d'utilisateurs à l'époque qu'ils ont racheté Instagram que WhatsApp. L'idée, c'est que jusqu'à là, il n'y a pas de problème. WhatsApp a été racheté par Facebook, la compagnie que tout le monde connaît et tout le monde donne ses informations habituellement, il n'y a pas de souci. Le problème commence en janvier 2021. Les utilisateurs commencent à recevoir des messages un peu étranges, disant que leurs données personnelles allaient être partagées très prochainement. Ce qui est surtout intéressant, c'est comme tout le monde, moi j'ai vu le message et bien sûr, dans un esprit totalement ouvert et intéressé, j'ai directement sauté sur le message pour voir ce qui se passe. Non, c'est pas vrai du tout. J'ai vu le message, mais j'ai pas réagi. J'ai accepté automatiquement ce que le message me disait, sans forcément savoir qu'est-ce qui changeait, qu'est-ce qu'il y avait de différent. C'est quelques jours plus tard, je me suis dit, mais en fait, j'ai accepté quelque chose il y a quelques temps, mais j'ai pas réellement lu ce qu'il disait dans le message. C'était un peu dangereux. Donc j'ai commencé à me renseigner et j'ai vu qu'il y avait une réelle polémique qui enflait, les gens commençaient à se soucier. Alors qu'est-ce que disait ce message exactement? Ce message disait concrètement que selon les nouvelles mesures de WhatsApp, les nouvelles politiques d'utilisation, désormais les utilisateurs étaient obligés de partager leurs informations avec WhatsApp, sinon ils quittaient le réseau. Donc vous n'aviez pas le choix. Quelles étaient ces informations exactement? Donc avec le réseau de WhatsApp, j'entends les marques de Facebook, donc Instagram et Messenger. Donc ces informations comprenaient notamment le nom, l'image de profil, les numéros de téléphone des utilisateurs, leurs contacts, leur statut, les dernières connexions, les marques de téléphone, etc., etc. Vous verrez vous-même, entre différents sites, la liste des informations qui sont partagées change. Donc je ne sais pas si c'est des sites qui chacun essaie de rajouter un peu plus d'informations pour faire un peu plus peur, avoir des articles à sensation, mais réellement, on avait une grosse augmentation des partages de données. Alors là, bien sûr, tout le monde a commencé un petit peu à tiquer. On n'était pas forcément pour le partage de nos données. Mais pourquoi donc ils font ça? En fait, ce changement de politique, ils inscrivent en fait dans la stratégie de Facebook de transformer WhatsApp en un lieu réellement d'achat, que les gens puissent faire des achats et puissent en fait réellement monétiser la plateforme puisse avoir une plus grande valeur. En 2018, ils avaient lancé WhatsApp Business. C'est une application qui a pour objectif d'aider les petites et moyennes entreprises à communiquer plus facilement sur leur réseau. Et l'idée, c'est que pour que la plateforme soit réellement efficace, il faut faire grandir la base de données, il faut l'enrichir. Et comment l'enrichir? Avec nos données personnelles. Dans l'idée, c'est pour permettre de mieux cibler les consommateurs que WhatsApp va partager les données avec donc, le groupe Facebook, à savoir Instagram et Messenger. Donc, évidemment, ça a créé un gros vent de panique dessus. Beaucoup d'utilisateurs se sont mis à migrer vers Telegram ou vers Signal, c'est deux autres réseaux pareils de messagerie. Mais est-ce que ces réseaux ont réellement des différences concrètes? Parce que généralement, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve, si je peux me permettre l'expression. Donc ces trois réseaux, on va dire, ils sont un petit peu, si je pourrais les schématiser, ils sont sur une ligne de données personnelles. Simplement, c'est-à-dire chacun est un bout. D'un côté, on a WhatsApp qui partage énormément d'informations, comme j'ai dit, nom, photo de profil, dernière connexion, lieu de la connexion parfois, marque de téléphone, contact, etc. De l'autre côté, tout au bout, on a Signal, qui limite Signal ne partage que le numéro de téléphone. Parce qu'il faut savoir que Signal appartient à une association à but non lucratif. WhatsApp appartient maintenant à Facebook. Donc c'est une association qui est faite pour gagner du profit. Comme ils font du profit simplement avec les supports publicitaires. Les gens pourraient se dire qu'il y a aussi Telegram, mais attention, Telegram aussi appartient à une société privée. D'ailleurs, Telegram va accueillir très bientôt, ils n'ont pas donné la date, mais très bientôt une plateforme publicitaire lui aussi. Donc on aura bientôt des publicités aussi via Telegram. Donc ceux qui ont migré massivement sur Telegram, vous n'êtes pas sortis des problèmes. C'est possible que très prochainement aussi, Telegram décide de changer leur politique pour permettre le partage de données aussi. Donc faut pas se dire que Telegram c'est la solution. Donc réellement, les gens ont migré. Mais est-ce qu'ils ont raison de le faire? On peut aussi se demander, est-ce que WhatsApp avait le droit de décider de changer comme ça sa politique? La réponse est oui, non. Là, peut-être un peu plus tard, Madame Azan, je vais vous demander d'intervenir parce que vous aurez plus d'informations que moi dessus. Alors oui, non, ils n'ont pas le droit. Oui, non, ils ont le droit. Ils ont le droit, ils n'ont pas le droit. Pourquoi? Parce que techniquement, c'est une compagnie privée, donc ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Mais vu qu'ils ont des utilisateurs, ils doivent aussi respecter leurs droits. Simplement, comme je vous dis tout à l'heure, ils proposaient aux gens d'accepter de nouvelles conditions de partage de données ou de quitter le réseau. Ce qu'il y a d'important dans certaines zones, notamment en Europe, c'est qu'ils sont soumis à la RGPD. J'espère que j'ai bien prononcé ça. Donc, ils sont soumis à la RGPD. Donc, normalement, pour que la règle soit valable, il faut qu'il y ait libre consentement.
Alors généralement, si on vous dit est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu bouges, vous n'êtes pas libre de choisir. Vous êtes obligé d'accepter. Et c'est là maintenant qu'ils violent la loi des RGPD. Donc en Europe, uniquement en Europe, d'ailleurs, ils ont répété ça plusieurs fois. Le porte-parole de WhatsApp a martelé ça. Ça ne va rien changer pour eux. Alors, comme tout le monde, je me suis demandé, ben, c'est bien pour l'Europe, mais quid des données des autres pays, notamment le Gabon, mes données personnelles aussi, j'ai fait un peu attention. Donc, on s'est demandé, ben, simplement, qu'est-ce que ça change pour nous? Alors, je vais passer la parole à Madame Mazan, si elle peut intervenir et très rapidement présenter, en fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour eux et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Madame Mazan, vous avez la parole? Rebonjour. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Je ne sais pas, mais ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention, c'est justement sur sur la protection pourquoi est-ce que ça crée une polémique? Et en fait, justement, on a entendu la liste des données qui vont être partagées, mais si on fait attention, on se rendra compte que toutes ces données-là, en fait, on les a déjà volontairement données à Facebook. En fait, si on ne quitte pas Facebook, on ne fait que repartager des informations que Facebook a déjà. Donc, on peut quitter WhatsApp, mais en réalité, ça ne change pas vraiment grand-chose. Là où ça pose réellement un problème, c'est cette question c'est une question justement de non-choix, parce qu'on ne nous permet pas de décider de quelles données on choisit de partager ou de ne pas partager. Et c'est là où ça pose un problème au niveau du consentement, puisque la question de la protection des données est essentielle. Enfin, on va dire un des éléments essentiels dans la protection des données, c'est justement le consentement comment on appelle ça, un élément légitime. Donc là, il y a deux éléments qui sont mis en avant, notamment par Facebook. Je sais, j'arrive pas à retrouver le terme qu'on utilise pour dire cet élément légitime, c'est-à-dire que ça correspond au business model de Facebook de faire cette opération-là. En réalité, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Ils ont le droit puisque toutes les conditions générales, même celles de Facebook, en fait, prévoient des modifications régulières. Même quand on fait une application, il est tout à fait normal que dans l'évolution des fonctionnalités, dans l'évolution des habitudes des utilisateurs et même simplement des pratiques commerciales, que les conditions générales soient modifiées au fur et à mesure pour une adéquation. Donc ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, leur politique a évolué, donc c'est tout à fait logique que dans le cadre de cette politique, ils envisagent de créer un pont entre l'ensemble de leur société. D'ailleurs, personne ne s'est plaint quand ils ont fait le bridge entre Facebook et Instagram, on s'est simplement retrouvé avec nos comptes Facebook, nos comptes Facebook liés à nos comptes Instagram. Des fois même, on avait des profils qu'on n'avait pas créés soi-même sur Instagram. Donc, à ce niveau-là, personne ne s'est inquiété. Et pourtant, on se retrouve dans à peu près la même configuration, simplement que ça nous pose problème. Moi, en tout cas, ce qui me pose le plus problème, c'est cette notion de non-choix. C'est-à-dire que c'est où tu acceptes, où tu t'en vas. Et ça, en fait, ça pose un réel problème sur le fait que qu'est-ce que j'ai le choix on ne me laisse pas le choix. C'est cette notion de non-choix qui me pose réellement problème. Au niveau juridique, je pense qu'ils ont tout à fait le droit, sauf qu'effectivement, le RGPD, parce qu'on parle d'un règlement, le RGPD demande à la fois une transparence et la possibilité justement de choisir les données qu'on va partager. Et donc, je pense que c'est à ce niveau où on se retrouve un petit peu avec cette double mesure où en Europe, depuis 2016 jusqu'à l'entrée en vigueur du RGPD en 2018, ils ont pris la mesure pour permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle sur leurs droits, sur leurs données. Mais, dans plusieurs pays qui n'ont pas des lois suffisamment fortes et aussi extraterritoriales que le RGPD, on se retrouve avec aucune solution en fait. Au Gabon, nous avons une loi sur la protection des données, mais aucune sanction n'est prévue particulièrement dans ce cas de figure-là, et dans quelle mesure on pourrait l'appliquer directement à Facebook, puisqu'il nous laisse la possibilité de nous en aller si on estime que ça ne correspond pas aux lois des pays où on se trouve. Donc, qui a pris le temps de lire déjà les conditions générales d'utilisation de Facebook?
sûrement personne, mais je pense que la polémique, en tout cas, il faut en discuter en prenant le recul, en se disant que tant qu'on reste sur Facebook et que Facebook a la possibilité de connaître notre marque de téléphone, de connaître les lieux de connexion, de connaître nos numéros de téléphone, en fait, on est à peu près dans la même situation. Ce qui nous interpelle et ce qui nous gêne, c'est simplement la vraie question, c'est qu'on ne nous laisse pas le choix. Je pense que c'est ça la problématique principale. Merci beaucoup, Madame Mazan. Vous avez d'ailleurs déjà mis le pied dans le débat qu'on aura tout à l'heure. Est-ce que la réaction est disproportionnée ou pas? L'idée, c'est qu'on partage déjà des données avec Facebook, on partage déjà des données avec le groupe. Donc, pourquoi les gens réagissent aussi brutalement cette fois-ci? Alors, on a quelqu'un de la commission, Monsieur Ikamou, Monsieur Samuel Ikamou, qui est membre, comme l'a dit tout à l'heure, de la commission qui est spécialement là pour le contrôle de ces données personnelles au Gabon, qui est aussi là pour intervenir, qui va vous présenter un petit peu ce que fait la commission et quelle est la réglementation au Gabon, notamment le lien qu'on peut faire avec la RGPD. Monsieur Ikamo, vous avez la parole. Activez votre micro. Activez votre micro. Voilà, vous m'entendez? Voilà. Oui, bonsoir à nouveau. Il faut dire que bon, la polémique, elle est encore à venir même. Hein. Au niveau de la loi, disposition juridique au niveau du Gabon, la loi 01-2011 du 25 septembre 2011 met en place non seulement une loi qui protège les données, et c'est cette même loi, hein, par les dispositions prévues dans l'article 15, qui crée également la commission, hein, qui met en place la commission. Alors, bien entendu, elle protège, l'objectif de la loi, c'est de protéger l'ensemble des données à caractère personnel, de lutter contre les atteintes à la vie privée, hein, susceptibles donc d'être engendrées par la collecte, le traitement, la transmission, le stockage ou l'usage même des données à caractère personnel. Alors, également, la commission est là également pour veiller à ce que les technologies de l'information et de la communication, hein, doivent être, si vous voulez bien, pour chaque citoyen, pour leur développement. Elles doivent s'opérer donc dans le cadre des coopérations internationales, dans la limite des accords en vigueur, et elles ne doivent pas porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Voyez-vous. Donc ça, c'est le corpus, c'est la mission principale donc, de la commission. Alors, en ce qui concerne les plateformes internationales telles que les GAFA, les grands comme les Google, vous savez que c'est un secret pour personne pour le moment. Même le RGPD, aujourd'hui, court un peu derrière la réglementation en termes de technologie. Si vous prenez Google avec les États-Unis et à travers le monde, aujourd'hui, une partie de la réglementation même internationale est faite par les entreprises, ce qui n'est pas normal. Lorsqu'ils retirent, ils décident de retirer, bon, enfin, tout le monde le sait, de retirer le président Trump du ils n'avaient pas le droit de le faire. Il n'y a pas de réglementation à l'international qui fixe les conditions de retrait ou de suppression dans un compte, voyez-vous. Mais ce sont aujourd'hui les sociétés qui décident. Ils disent, bon, moi, je ne veux plus vous voir parce que vous dites ceci et plaf. Donc, nous avons un problème à ce niveau-là. Alors, au niveau de ce qu'on appelle la portabilité, c'est-à-dire que vous avez volontairement logé un certain nombre de données personnelles que vous avez données, vous avez confiées par exemple à Facebook, et que Facebook, en rachetant WhatsApp, décide donc, comme ça, de s'introduire, de partager donc les données qu'il y a à WhatsApp. Bon, il y a un élément fondamental, comme venait de le dire Karine, c'est vrai, c'est le consentement. C'est un élément important, hein, qui rentre en compte dans tous les litiges. Parce que si vous cliquez, est-ce que vous pouvez, on dit oui, ben écoutez, votre attaque, tout vos procès tombent à l'eau parce que vous avez donné votre consentement dans tout ce que vous faites. Donc la meilleure protection déjà, c'est d'éviter, n'est-ce pas, de ravitailler, hein, cette plateforme-là avec un certain nombre d'informations, notamment les données à caractère personnel. Alors, dans la loi au niveau du Gabon, nous avons un certain nombre d'éléments qui, je veux dire, ne sont pas encore introduits, hein, n'est-ce pas, dans le corpus juridique, notamment la portabilité, etc., qui veut dire que
lorsque vous avez des données logées dans un autre organisme, voilà, vous cliquez et ils peuvent, n'est-ce pas, le transférer à un autre. Ce n'est pas le cas en Afrique. Dans la plupart des lois en Afrique que je connais, personne n'a introduit encore la portabilité, n'est-ce pas, des données. Donc, même s'il y a le consentement, vous pouvez le faire. Mais votre loi de votre pays ne vous permet pas de le faire, voyez-vous. Donc, nous avons là une remise à niveau des standards internationaux. Il faut absolument arrimer nos lois aux standards internationaux déjà. Ce n'est pas encore fait. Nous avons prévu quelques modifications qui sont encore en souffrance. Mais il faut dire que pour le moment, le problème reste entier, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Aujourd'hui, l'OGPI avec la convention 108+, c'est cette convention 108+, qui fait la liaison entre le RGPD et les pays non signataires, voyez-vous, des RGPD, et les pays européens. Alors, combien de pays ont, n'est-ce pas, signé cette convention 108+? Eh bien, pas beaucoup. Pas beaucoup, pour pouvoir, n'est-ce pas, disposer. Déjà, il faut s'arrimer d'abord à l'international et puis demander des comptes à Google. Alors, si déjà certains pays africains ne sont pas arrimés, n'est-ce pas, à ces dispositions au niveau de l'international, il va être très difficile pour nous de contrer des GAFA de ce genre, mais nous suivons la tendance à l'international. Et donc, avant de passer la parole à Madame Karine Mazan pour qu'elle puisse réagir aux propos, je vais d'abord passer la parole à une personne qui est avec moi, Monsieur Kevin Bian, qui est donc juriste à la SING, qui est notamment là pour conseiller les startups, parce qu'on a beaucoup de startups à la SING, qui lancent des nouvelles applications et des fois, elles ont besoin d'un petit peu de finition au niveau simplement de l'avancée de ce qu'elles vont proposer, pour éviter d'empiéter sur de faire des choses qui sont dans la loi. Elles ont donc son appui. Donc, Kenny, est-ce que tu avais quelque chose à dire, notamment sur les propos de Madame Mazan, mais aussi sur ceux de Monsieur Samuel Ikamo? Merci, Edouard. Pour revenir sur ce que disait Maître et Monsieur le commissaire, le vrai problème de cette affaire avec WhatsApp, c'est surtout, comme disait Madame Mazan, c'était sur le consentement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un élément incontournable quand on fait les affaires. Il faut avoir le consentement de tout le monde. Et ça, vous êtes des juristes, donc vous savez déjà ce que ça veut dire. Donc, quand WhatsApp et Facebook nous envoient le message, de premier abord, nous les Africains, nous les Noirs, on passe pas le temps à lire. Quand ça arrive, on passe, on dit OK, on clique sur d'accord et puis c'est fini. Mais est-ce que nous, on a tendance à lire? Parce que quand on lira, on pouvait bien comprendre. Et c'est de là où est venu le problème, c'est que tout le monde va sûrement. Tu as appris ce qui s'est passé sur WhatsApp et puis boum, il y a eu un tourbillon dessus. Donc c'est un peu sur ça. Et ce que disait le commissaire tout à l'heure, c'est la vérité. Parce que le Gabon, je ne sais pas si le Gabon peut faire plier Google ou Facebook. C'est quelque chose d'impossible. Donc, il faudrait vraiment retravailler nos textes de loi parce que c'est pas possible avec le système actuel de faire changer les choses. Parce que là, on va dire, bon voilà, nous on crée une loi et tout. Quand Google va nous dire, mais les gars, arrêtez, on va abroger ça. Donc, c'est vraiment un bon travail. Et c'est très bien ce genre de thèmes sont très importants parce que nous, les jeunes, on a tendance à oublier, en fait, les idéaux. C'est qu'aujourd'hui, on n'aime pas lire, on n'est pas à l'affût de l'information. Et quand on n'a pas à l'affût de l'information, ces webinaires ou ces Think Connect permettent, en fait, à beaucoup de mieux comprendre, en fait, ce qui se joue derrière. Pour éviter on a dit, oh non, c'est ça, il paraît. C'est souvent mieux d'organiser. Donc, merci à vous d'être là aujourd'hui. On espère vraiment qu'on va bien partager ce moment avec vous pour permettre à ceux qui nous suivent d'avoir plus d'informations sur ce problème. Merci Kenny. Donc, comme Kenny vient de le dire, l'idée c'est que même moi, quand je me suis inscrit pour la première fois à Facebook il y a très longtemps, il y avait toute une liste de conditions générales qu'on retrouve pour beaucoup de choses, pour des sites, pour des jeux vidéo. On a tous les listes de conditions et très généralement le bouton appuyé, si on pouvait chronométrer le temps moyen entre le moment où les conditions apparaissent et les conditions appuyées, on verrait que les gens ont une vitesse de lecture formidable. On lit tout en une seconde, en tout cas, puis on a tout lu, tout compris. Mais est-ce que ces textes sont réellement aussi compréhensibles par le commun des mortels? On peut nous mettre les conditions générales, je peux les lire, mais ça ne veut pas dire que je les comprendrai aussi bien qu'un juriste, et ça ne veut pas dire qu'elles sont faites pour être comprises aussi bien.
comme on dit très souvent notre DG, M. Yannick Epibier, si quelque chose est gratuit, donc Facebook, WhatsApp, Instagram, etc., c'est que c'est nous le produit. Et c'est exactement le cas de Facebook parce que les revenus de Facebook sont liés aux revenus publicitaires. Donc c'est le fait que les marques font de la publicité qui leur permet de gagner de l'argent. Comment les marques ciblent leur publicité? Simplement en ayant des données plus précises. Quand on sait qu'on a un homme entre 30 et 35 ans vivant au Gabon qui est intéressé par tel ou tel profil de voiture, on sait que cette personne va donc sera plus sensible à une publicité qui concerne les voitures, donc la personne va investir et Facebook va gagner de l'argent. Donc leur modèle économique, comme l'a dit Madame Mazin, est réellement basé sur la publicité. Donc leur jeter la pierre parce qu'ils veulent agrandir la publicité maintenant, c'est un peu tard parce qu'on leur avait déjà donné accès à nos données il y a pas mal de temps quand on a commencé à faire un compte. Donc Madame Mazin, je vais vous repasser la parole si vous voulez peut-être réagir à la fois au propos de Kenny et au propos de Monsieur Ikamou. Par rapport à ce qu'a dit M. Ikamou, justement, moi, après, je suis avocate d'affaires, donc forcément, je suis plutôt, sur la question de la protection des données, je suis plutôt pour que les entreprises, justement, prennent le lead. Parce que, comme en tant que juriste, autant sur le droit civil, sur les actes de la vie courante, on peut anticiper, sur la question de technologie, sur l'innovation, le droit arrive toujours en dessin. On n'a pas le choix, en fait. On est obligé d'attendre que les choses se passent pour envisager quelles sont les problématiques qui vont apparaître. Donc, je pense que c'est une bonne initiative, en tout cas. Et par exemple, au niveau du Gabon, ce serait très, très intéressant. Et d'ailleurs, moi, je milite pour ça, pour que les entreprises numériques, notamment, prennent le lead en disant voici les problématiques que nous rencontrons, voici les besoins, notamment en formation sur la question de la protection des données dont nous avons besoin pour pouvoir prendre conscience des choses. Mais il y a deux questions qui se posent. Oui, cette question des conditions générales, tout le monde en dit personne ne lit. Mais moi, ça m'étonne parce que vous êtes des startups, enfin, vous accompagnez des startups. Je pense que les conditions générales, c'est avant tout des contrats. Et donc, on fixe le cadre juridique. Donc, effectivement, c'est pas un. Par exemple, moi, quand je rédige des conditions générales pour des applications ou n'importe quel logiciel, je ne peux pas attendre qu'un législateur vienne me dire ce que je dois mettre puisqu'il ne connaît pas mes fonctionnalités, il ne sait pas. Il ne maîtrise pas mon business model et il ne sait pas quelle itération je vais prendre en compte pour pouvoir orienter mes utilisateurs sur le mode d'utilisation. Donc, je pense qu'on ne peut pas jeter la pierre aux entreprises sur leur façon d'évoluer. C'est surtout il faudrait que les citoyens eux-mêmes prennent d'abord conscience de qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce qu'une donnée personnelle concrètement? Concrètement, déjà, les gens, ils sont en train ils sont inquiets, mais sans trop cerner quelle est la problématique. Qu'est-ce que je donne en termes de données personnelles? Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Il y a ma photo, il y a ma voix, il y a mon empreinte. Lorsque j'ai mon téléphone et puis je vais donner des données biométriques, donc je vais donner mon empreinte. On n'a pas conscience, en fait, de tout ce qu'on donne tous les jours. Donc, il y a une prise de conscience d'abord au niveau citoyen, mais ensuite, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi de ceux qui utilisent les données. Et qui utilisent le plus de données aujourd'hui, ce sont les entreprises numériques, encore plus en temps de Covid, puisque même ceux qui avaient une activité 100% classique, présentielle, sont en train de se digitaliser puisqu'on n'a plus le choix. Et donc, la question des données devient centrale, plus seulement pour ceux qui utilisent les données comme mode de fonctionnement quotidien, mais quasiment, en fait, pour tout aujourd'hui, les données doivent être une prise de conscience de moi, qu'est-ce que je donne comme information, mais l'entrepreneur doit aussi pouvoir me dire quel est le cadre, qu'est-ce qu'il fait avec mes données, quelles sont les données qu'il récolte et qu'est-ce qu'il va faire. On a une loi au Gabon, je pense que cette loi, avec les changements de 2020, elle est quand même une des meilleures lois que j'ai lues en Afrique au niveau de la protection des données. Elle est à jour sur le RGPD avec la portabilité. Donc, est-ce qu'il y a des sanctions déjà au niveau interne qui permettraient en fait d'envisager des sanctions lorsque ça touche les citoyens gabonais? Donc, effectivement, il faut aussi s'il n'y a pas de conscience du citoyen, pas de conscience des entreprises, pas d'action, enfin, je ne pense pas qu'il n'y ait pas d'action, mais si la commission n'est pas assez présente, peut-être qu'effectivement, là, il y a un problème je pense qu'il y a un besoin de vulgarisation pour que les gens comprennent pourquoi aujourd'hui ils sont inquiets. Ils sont inquiets, mais pour un problème qui leur semble aussi nébuleux. Et donc, je pense que c'est intéressant qu'on fasse ce genre de réunion et d'échanges pour pouvoir éclairer un petit peu les gens à comprendre de manière basique. Est-ce qu'on peut comprendre au niveau, sans être juriste? Oui, la plupart des
Sur des plateformes comme Facebook, ce qui est embêtant, c'est que c'est long, c'est très, très long. Mais le contenu est assez accessible, compréhensible. Moi, je les lis, j'ai pas le choix. Mais je les rédige pour mes clients et on fait en sorte quand même de les simplifier le plus possible pour que ce soit compréhensible pour l'utilisateur. Mais voilà, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et un vrai besoin de vulgarisation parce qu'on a peur de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. D'accord. Alors, avant de repasser la parole à M. Ekamou, notamment parce que je sais qu'il y a des missions de la CNCPD, si je me trompe pas du nom, qui sont importantes dessus. Donc, avant de repasser la parole à M. Ekamou, je veux d'abord passer aux téléspectateurs qui nous suivent la petite intervention qu'a fait le président de la commission dessus, qui puisse réagir dessus. Donc, donnez juste pendant 2 minutes, ils vont suivre ça. Bienvenue, complément de l'information sur Gabon 24, le 28 janvier de chaque année. Par certains utilisateurs, ce qui crée une vaste polémique. Quelle fonction pourra jouer la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel au Gabon, à l'heure où le réseau social WhatsApp change ses conditions d'utilisation et opte pour une nouvelle politique de partage de données jugée peu confidentielle par certains utilisateurs, ce qui crée une vaste polémique. La Commission a compris les enjeux. Nous sommes orientés vers l'international. Nous sommes affiliés aujourd'hui à un certain nombre d'organismes internationaux, tels que l'Assemblée mondiale de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, l'Association francophone des autorités de protection des données, dont le siège d'ailleurs est la CNIL, le réseau africain de protection des données, pour que les résolutions qui sont prises dans le cadre justement de l'international puissent permettre plutôt de mettre en place une législation, de mettre en place une loi internationale. À l'entame de sa deuxième mandature, le patron de cette institution explique la marge de manœuvre de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, 11 ans après sa création. Cette commission est une autorité administrative indépendante. Donc elle investit d'un pouvoir réglementaire, d'un pouvoir d'investigation, mais également d'un pouvoir de sanction. La Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel entend donc parachever sa mission en renforçant sa position en tant que plateforme internationale, en maximisant ses efforts sur la sensibilisation, l'information et l'affiliation à des organes internationaux pour s'assurer plus d'efficacité sur le terrain où ils sont très attendus. Parmi nous, pour ceux qui ici nous rejoignent. Donc nous allons, après avoir visionné cette petite vidéo, je vais repasser la parole à M. Ekamou pour qu'il puisse notamment réagir sur les propos de Mme Mazan au niveau des missions de la Commission, mais notamment sur ses armes aussi. Je sais qu'il y a des sanctions possibles aux entreprises et les startups qui ne respectent pas. M. Ekamou, on vous écoute. Les missions de la CNDCP sont claires, elles sont consignées dans la loi notamment celle que je viens de citer. Alors, c'est précisément des missions d'informer, de promouvoir donc le droit de la personne des données personnelles, tant sur le plan public que privé. Alors, c'est faire connaître les droits et les obligations de chaque acteur, on veut le savoir, sensibiliser sur les atteintes à la vie privée et veiller à la protection des citoyens contre l'utilisation abusive d'ailleurs de leurs données personnelles. Donc, on protège vis-à-vis de l'État, protéger le consommateur vis-à-vis du personnel, des professionnels, protéger l'employé vis-à-vis de l'employeur et contrôler également la conformité à la législation des traitements des données personnelles. Donc, pour cela, il y a une catégorie de déclaration absolument, c'est-à-dire que tout traitement de données à caractère personnel donne lieu à une déclaration. C'est le principe. À côté de cela, vous avez donc des données qui ne relèvent pas qui ne font pas l'objet de déclaration, ce sont les albums de famille, etc., etc. Ce sont des données qui sont personnelles et qui ne sont pas exploitables, normalement, autrement. Alors,
Il y a également, donc, nous accompagnons également les pouvoirs publics dans le cadre de l'économie numérique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des partenariats à développer entre les acteurs professionnels, pour pouvoir donc renforcer la confiance avec les pouvoirs publics. Pour cela, on dispose d'un arsenal, c'est-à-dire que dans la loi, il y a des pouvoirs. Nous avons des pouvoirs, nous avons des sanctions. Nous avons le pouvoir donc de réglementer, nous avons le pouvoir d'investiguer et de contrôler, et nous avons aussi le pouvoir donc de sanctionner. Et vous savez que la loi a été établie en 2011 seulement, c'est jeune. La commission a été mise en place en 2012. Et lorsque nous sommes arrivés, aucune entreprise avant n'avait été sanctionnée. Parce qu'il y a un travail de vulgarisation qui n'avait pas été vraiment fait, il faut le reconnaître. C'est très, très mal connu, les données personnelles, du moins les droits des citoyens. Ils ne savent pas leurs droits et ils pensent même que c'est tout à fait normal qu'ils donnent ces informations. Or, les données personnelles, par principe, sont protégées. Pour que vous puissiez le donner, il faut donner votre consentement. Donc, nous allons sur le terrain pour voir déjà si les données qu'utilisent ces organismes-là ont fait l'objet de déclarations. Et si ça fait l'objet de déclarations, maintenant nous regardons si techniquement ces informations sont bien conservées, par exemple le principe de conservation et de sécurité sont bien respectés. Vous pouvez avoir un dispositif numérique, technique, etc., en disant, bon, on loge nos informations dans tel site, mais il nous appartient, nous, de regarder, de voir si, n'est-ce pas, votre hébergeur, n'est-ce pas, héberge, bien sûr, en toute sécurité, les données personnelles. Si on peut accéder, et on peut y passer comme du côté du beurre, eh bien, à ce moment-là, on peut être sanctionné, voyez-vous. Vous tombez sur le coup de la sécurité des données personnelles, qui est une obligation pour les responsables de traitement. Parce qu'il faut dire que la personne, c'est vous et moi, nous n'avons que des droits. Nous n'avons que des droits en matière de protection des données personnelles. Ce sont les responsables de traitement, donc ceux qui collectent et traitent nos données, qui ont des obligations. Qui ont les obligations de conservation, les obligations de sécurité, les obligations de confidentialité, voyez-vous, et de transparence. Et nous, on a des droits d'accès, le droit à l'information, le droit à la rectification et même à la suppression. Et il y a d'autres nouveaux droits qui sont rentrés en ligne de compte, que je vous disais, au niveau international, que nous n'avons pas encore introduit dans notre processus juridique. Donc, l'effacement, la portabilité, tout ça, ne font pas partie encore de notre corpus juridique. Donc, nous avons pu déjà enregistrer plus de 120, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et quand nous sommes arrivés, les gens se demandaient c'est quoi cette histoire de protection de données personnelles. On leur a dit nul n'est censé ignorer la loi. La loi est là depuis. Et vous dites de quoi cette affaire-là? Bon, écoutez, à la limite, la loi, c'est la loi. Alors, nous avons commencé par vulgariser. Donc, nous avons organisé un certain nombre de journées de sensibilisation dans les lycées, etc., dans les entreprises. Et tout récemment encore, nous étions au CHU pour pouvoir dire et démontrer aux praticiens que les données des patients qu'ils collectent et qu'ils traitent, n'est-ce pas, font l'objet de protection. Voilà. C'est vrai qu'ils donnent leur consentement en venant à l'hôpital, vous donnez votre consentement implicite, c'est vrai, mais vous avez l'obligation de sécurité et de confidentialité. Si ces données se retrouvent sur la place publique, ben vous en êtes responsable, voyez-vous. Pardon, et ça va jusqu'à des sanctions très, très fortes. Nos sanctions peuvent aller de 98 millions à 180 millions, et en cas de récidive, ça va jusqu'à 300 millions, voyez-vous. Donc, nous n'avons pas commencé par sanctionner, nous avons commencé par sensibiliser. Et la seule chose et la première chose que nous avons faite, c'est-à-dire, c'était une violation de la vie privée. Et là, nous avons sanctionné cette entreprise-là et nous avons donné le support à l'intéressé pour pouvoir, n'est-ce pas, se présenter vers les autres juridictions qui sont chargées justement de
de réparer le préjudice qu'il a subi. Parce que cette personne, voyez-vous, a été licenciée. Parce que la voiture qu'il conduisait, n'est-ce pas, avait un GPS et on ne l'avait pas du tout informé que votre voiture était suivie, hein, même si c'est la voiture de l'entreprise, on vous le donne et le patron, n'est-ce pas, vous piste derrière et vous n'êtes pas informé. C'est interdit. C'est interdit. Et on a rappelé à ce monsieur que ce n'est pas possible, ça ne se fait pas si avant vous pensez, ah non, mais toutes mes voitures sont, n'est-ce pas, suivies, etc. On a dit oui. Mais quand vous le faites, voilà ce que dit la loi, voilà ce que dit la loi. Donc, il a suivi ce monsieur jusqu'à son domicile. Et la disposition qu'il a prise, c'est de dire, bon, écoutez, moi, vous vous êtes déplacé entre 5 heures et telle heure. Ben, les dispositions de la loi disent que les heures, n'est-ce pas, non professionnelles, vous mettez, n'est-ce pas, en off cette surveillance. Voyez-vous. Donc, vous ne pouvez pas suivre, vous avez donné la voiture volontairement à votre agent, vous savez que c'est un cadre, donc si c'est des places qui partent au Cap, vous dites que vous étiez au Cap, etc., donc moi je vous fous dehors. Bon, on a dit qu'il fallait le dire avant. Voyez-vous, vous avez violé sa vie privée, vous dites qu'il habite là, à tel endroit, c'est pas ça. Et il se déplace pour aller voir des amis et tout ça. Alors, si c'est ça le motif, non. Donc, on l'a sanctionné. Il y a eu violation de la vie privée, voyez-vous, dans ces conditions-là. Et nous avons pris des sanctions. Donc, nous avons commencé. Et ce n'est pas fini parce qu'on se retrouve au Conseil d'État. C'est pour vous dire que les entreprises commencent à réagir. Et on leur a dit que le principe, c'est qu'ils n'ont pas de correspondant. Et la loi dit qu'il faut avoir un correspondant pour que celui-là puisse vous expliquer la loi en interne. Vous dites, attention, on utilise des données, des personnels, etc. On les utilise pour la paie, on les utilise pour beaucoup de choses. Et attention, c'est protégé. L'une des grandes entreprises ici qui est au pouvoir, vous voyez, plus vous connaissez Citibank, je ne fais pas de la publicité, mais Citibank, c'est l'une des rares banques qui comprend, parce que c'est des Américains, et que les données à caractère personnel sont très importantes. Donc, chaque année, ils viennent faire leur déclaration et ils déclinent l'utilisation et les finalités, voyez-vous, de ces données-là, en permanence. Alors, quand on leur dit, si vous utilisez les données que vous avez collectées et traitées pour d'autres besoins que pour lesquels vous les avez collectées, en ce moment-là, la finalité n'est plus la même, eh bien, il y a détournement de finalité, vous êtes sanctionné. Voyez. Donc, il y a beaucoup d'entreprises ici aujourd'hui qui ne savent pas ce que c'est, qui tombent sous le coup de vraiment des sanctions. Si c'était le cas, je ne sais pas ce qu'on ferait. Donc, on a commencé par sensibiliser. Il faut absolument avoir un correspondant et que les données personnelles, il faut faire attention. Il y a un avenir. À l'école, les proviseurs nous sont rendus pour leur dire que les fichiers des élèves que vous avez, eh bien, on doit à la confidentialité, on doit à la sécurité. Parce que tôt ou tard, il va émerger, il va grandir, et à chaque fois, on va mettre sur la place publique, voilà les euros que tu avais à l'école. Parce que c'était dans le... Alors, cette personne qui veut devenir député ou président, on dit, oh, mais c'est un nulard, comment il fait? Bon, alors, voilà. Ça veut dire que les informations qu'on rentre aujourd'hui peuvent nous rattraper demain. Il faut faire très attention, et nous, on conseille aux jeunes de ne pas mettre n'importe quoi sur le net et éviter de vous mettre en vedette sur le net parce que ces informations sont non seulement, elles peuvent être récupérées pour beaucoup de choses, pour la publicité, etc., mais aussi elles peuvent se retourner contre vous-même, voyez-vous, et seront exploitées par tous les criminels qui écument donc la toile. Voilà un peu. Merci beaucoup, monsieur Ekamou. Alors, je vais peut-être, quand vous avez parlé d'un référent d'entreprise qui, entre guillemets, qui explique la loi dans un temps d'entreprise pour pouvoir l'expliciter aux membres dans la bonne utilisation. Donc, Kenny, tu dois ajouter quelque chose sur cette notion? Oui, parce que on accompagne beaucoup les startups, donc il est important pour nous en fait de leur rappeler en fait la législation qui est déjà en vigueur. Parce qu'aujourd'hui, il y a, comme le commissaire et Madame Mazon disaient tout à l'heure, le réel problème, c'est surtout sur la sensibilisation des données. Parce que on ne sait pas, la majorité des startups qui arrivent ne savent pas ce qu'est une donnée, qu'est-ce qu'elles devront en faire, comment elles devraient les traiter. Et c'est surtout ça que, comme monsieur le commissaire disait, beaucoup d'entreprises ont des problèmes. Parce qu'ils ne savent pas d'où l'importance de la sensibilisation. Et ce que nous on fait avec les startups, c'est quand elles arrivent, quand elles veulent mettre en place une application, on est dans l'obligation de leur rappeler en fait que déjà il y a un cadre légal qui existe,
ils devront se conformer à ce cadre légal. Et comme Madame Mazan disait tout à l'heure, les généralités sur Facebook sont tellement longues qu'à un moment, on a tendance à sauter et aller regarder autre chose. Donc, quand on travaille avec les startups au sein de notre incubateur, on fait tout à ce que les informations sur les généralités et les conditions d'accès soient les moins longues possibles pour que les futurs utilisateurs puissent facilement les comprendre et ils puissent tout lire. Parce que quand c'est tout un lot de, quand on nous a donné le code civil, on nous dit voilà le code civil, on regarde le nombre d'articles, on dit oh non, on va lire ça comment? On commence juste à sauter et tout. Donc quand on travaille avec elle, on fait tout pour que tout soit synthétique et permettre à ce que tout soit facile à comprendre pour les futurs utilisateurs. Donc la question de la sensibilisation est très importante, beaucoup importante, surtout dans nos territoires aujourd'hui, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce que c'est quelque chose de nouveau, comme monsieur disait, la loi elle est nouvelle, elle date de 2011. C'est pas tout le monde qui est au courant de cela. C'est quand il y a un litige, par exemple, on se dit, on vous dit, bon, la loi existe, la loi, nul n'est censé ignorer la loi, comme l'a dit tout à l'heure. Donc, vous voyez que, on va vous sortir le papier, on va vous dire, c'était à date de 2000, on vous a dit, oh, mais je savais pas encore qu'elle existait. Donc, c'est très important de les sensibiliser et surtout, comme disait monsieur, le consentement est important. L'exemple que vous avez pris est, en fait, c'est quelque chose on a souvent eu en matière de cas, dans les études de cas aux universités. C'est que quand vous n'avez pas donné votre accord par rapport à une situation, il y a un vice de consentement. Là, il y a une violation de vos droits qui intervient. Et le cas que vous avez pris est un cas c'est quelque chose qu'on rencontre le plus souvent. Votre directeur vous dit, bon voilà, vous n'avez pas fait votre tâche, mais comment vous le savez? Parce que je vous pistais. Mais est-ce que vous m'aviez dit que vous me pistiez? Est-ce que je vous ai demandé de me pister? Et là, ça pose réellement des problèmes. Et il faudrait que le public soit au courant de tout ça. Parce que à un moment, on se retrouve en train de travailler pour des personnes, on nous piste, mais on ne sait même pas que ce qu'ils sont en train de faire est interdit par la loi, en fait. Donc du coup, merci Kenny d'avoir apporté des éclairements dessus. Avant de donner peut-être la parole à Madame peut-être qu'elle voulait ajouter quelque chose. Je voulais aussi revenir sur quelque chose qui est très important. L'idée qu'en fait, surtout dans le domaine des nouvelles technologies, c'est que les technologies vont souvent très vite, vont souvent devant la loi. Comme avait dit l'un des membres de la commission, très souvent on a une technologie qui sort, la loi la régule, mais entre le moment où la loi est mise en place, la loi est créée pour la réguler, on a une institution qui est mise en place avec les outils pour la réguler, on a une autre nouvelle technologie. Donc très souvent, les lois suivent les avancées technologiques. Après, c'est bien que la technologie avance, mais je me rappelle d'un proverbe que mon prof de maths nous disait à l'époque, c'est science sans conscience, cause ruine de l'âme. Donc, pour vous dire que la technologie avance forcément plus vite que la conscience. Alors, j'imagine que c'est très difficile de réglementer quelque chose qui n'existe pas encore. Il y a forcément des vides juridiques qui se créent tous les jours. Quand on a découvert la localisation, on s'est rendu compte qu'on pouvait désormais géolocaliser des gens. Quand on a commencé à pouvoir enregistrer depuis un téléphone à distance, on s'est rendu compte qu'il fallait réguler. Alors moi, la question, ce que je demandais, c'est, en fait, très simplement, est-ce que pour réguler toutes ces nouvelles technologies, est-ce qu'il faut une loi par pays ou faut que tous les pays, comme m'a dit un membre de la commission que j'avais discuté, est-ce qu'il faut que les pays rejoignent tous une législation globale qui va notamment réguler l'ensemble, en fait? Alors, Madame Mazin, est-ce que vous avez un avis dessus? Alors, vous me passez la parole à Monsieur Ikamou. Je pense qu'il est important d'avoir une loi interne parce qu'il y a aussi des réalités sociologiques. Ce qui se passe, par exemple, quand on regarde comment les jeunes se comportent vis-à-vis du numérique. Par exemple, l'utilisation de WhatsApp est très majoritaire et elle est quand même très largement vulgarisée au niveau du Gabon. Mais en France, ça reste encore, on est encore en train de découvrir quasiment WhatsApp. Bon, encore cette année, ça va mieux, mais entre 2010 et maintenant, c'est assez l'utilisation qu'on fait en Afrique de WhatsApp n'est pas la même qu'on fait en Europe. Donc les besoins en législation dépendent aussi des questions sociologiques. Donc je pense que même si on a le RGPD au niveau européen, mais chaque pays ensuite légifère en interne pour préciser certains éléments. Donc il y a toujours un besoin de législation interne qui prenne en compte, les situations spécifiques au pays. Et ensuite, je pense que c'est important, peut-être pas quelque chose de global au niveau mondial, mais quand même, qui soit régional. C'est-à-dire que, par exemple, depuis 2014, il se discute une forme de RGPD, au niveau africain, en tout cas une loi qui soit continentale, qui prenne en compte les besoins de l'Afrique, des pays d'Afrique.
Ça, c'est une bonne initiative parce que ça prendra en compte le fait que, par exemple, il y a, on utilise beaucoup le mobile banking en Afrique, mais pas forcément en Europe. Donc en fait, il y a des questions sociologiques qui vont faire qu'on fasse plus attention à certains détails qui sont liés à la sociologie et qui nécessitent en fait une législation, interne. Donc après, on a beaucoup parlé de cette histoire de consentement. Je pense que le consentement ici, il est surtout important parce qu'on parle de marketing, on parle de publicité. Effectivement, heu, il y a quand même des pratiques qui sont, on a les opérateurs de téléphonie mobile, qui nous envoient des publicités où on n'a pas la possibilité de nous désinscrire, en fait. Ça, c'est juste incroyable. On en reçoit des dizaines et des centaines par jour. Ça, par exemple, ce sont des violations où, on est assez mal à l'aise parce qu'on ne sait pas quelle est leur charte de confidentialité. On sait pas du tout comment est-ce qu'ils agissent. Donc ça, c'est légiféré depuis quand même longtemps et bah, en fait, il se passe rien. Donc la question, c'est pas est-ce qu'on a besoin de lois internes nécessairement? On a besoin de lois globales qui nous permettent aussi d'aller plus loin et surtout d'attaquer des organismes qui aujourd'hui sont mondialisés et d'avoir des standards internationaux qui nous permettent de réagir sur, par exemple, Facebook, son bureau Afrique n'est pas basé en Afrique, il est basé en Irlande, alors qu'il respecte quand même, pour l'Europe, le RGPD. Donc effectivement, c'est avoir plusieurs niveaux de législation qui nous permettent d'agir et de poser des sanctions même sur des entreprises qui ne sont pas basées directement chez nous. Alors au niveau de l'adaptation de la loi au niveau du pays, là je vais peut-être passer la parole à M. Ikamou, notamment parce que je sais que pour le Gabon est déjà membre de plusieurs institutions légales continentales et que c'est notamment ce qui permet une meilleure protection. M. Ikamou, peut-être vous voulez intervenir dessus? L'Assemblée mondiale de la protection privée. Et nous sommes également membres. Alors, il faut dire que de toutes ces rencontres internationales, ça permet, bien sûr, à la Commission, petit à petit, de s'arrimer. Déjà dans la sous-région, il faut le dire, nous sommes le seul pays, je dis bien dans la sous-région, qui dispose d'une loi et d'une commission, voyez-vous. Il n'y en a pas au Cameroun, il n'y en a pas au Congo, voilà. Dans la sous-région, c'est nous. Et je crois que là, l'association, il y a Sao Tomé qui va peut-être adhérer, voir le Niger, parce qu'il faut absolument disposer d'une loi et d'une commission. Il faut que cette commission soit indépendante. C'est l'un des critères. Si vous n'avez pas d'indépendance, si vous êtes inféodé au pouvoir, c'est-à-dire au gouvernement, eh bien, vous n'êtes pas membre de ces associations parce que vous ne pouvez pas à la fois défendre les libertés individuelles des citoyens, les données des citoyens, et en même temps être assujetti au gouvernement. Donc, nous sommes autonomes. C'est une administration indépendante, du moins au niveau des décisions que nous prenons et les contrôles que nous effectuons. Et même par le mode de la désignation des membres, vous avez un spécialiste qui revient de l'économie numérique, vous avez un de la Cour de cassation, vous avez un du barreau des avocats, vous avez un qui revient de chez les médecins. Donc, toutes ces personnes sont désignées par ces corporations, voyez-vous. Donc, nous tirons un peu cette autonomie pour pouvoir donc donner des décisions, prendre des décisions qui, plus ou moins, on les qualifie un peu de saines, qui ne sont pas influencées. Alors, il faut avoir une réglementation nationale parce qu'il faut tenir compte effectivement des réalités locales, voyez-vous. Bon, lorsque une personne, au niveau de la coopération internationale, je prends un exemple, si vous êtes Gabonais et que vous évoluez en France, sachez-le,
jusque-là, la responsabilité de vos données dépend encore de la loi gabonaise. Pourtant, vous vivez en France, voyez-vous. Et sur le plan de la coopération internationale, ils le reconnaissent. C'est comme ça que ça se passe. Lorsqu'on veut transférer des données personnelles des citoyens gabonais à l'extérieur, il faut avoir une autorisation de la Commission pour que nous nous assurons que vos données seront protégées dans le pays dans lequel ces données sont transférées et qu'il existe dans ce pays, bien sûr, une autorité de protection des données. C'est comme ça que ça fonctionne, voyez-vous. Donc, il y a une coopération internationale qui est en train de se mettre en place et qui est de plus en plus vigilante. Nous, au Gabon, nous sommes présents pratiquement à toutes les conférences. Et lors de cette conférence-là, Google, Facebook, le patron de Google a pris la parole parce qu'on avait interpellé pour lui dire, bon, il faut que, dans toutes les technologies que vous mettez en place désormais, il faut tenir compte de la confidentialité, il faut tenir compte, n'est-ce pas, de la protection des données. Et il a dit qu'effectivement, désormais, il s'est engagé à le faire. Donc, ces GAFA-là, petit à petit, commencent à s'engager également dans la mise en place de nouvelles technologies qui mettent à préserver les données personnelles. Ils commencent à en tenir compte. Alors, pour revenir un peu au cas de Facebook, lors de ma dernière conférence à Dakar, je crois que c'était en décembre 2019, le représentant de Facebook Afrique est plus ou moins basé à Dakar, pour toute la région, basée à Dakar. Et nous sommes en train de mettre en place un partenariat pour nous permettre de plus tard d'attaquer à distance, n'est-ce pas, les sites, parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer pour aller faire des contrôles chez les gens. À distance, nous allons attaquer, parce qu'on fait l'éveil technologique avec ça. Donc, il y a un dispositif technique, voyez-vous, qui doit être mis en place ici pour pouvoir attaquer à distance, pour pouvoir attaquer les comptes des gens. Et s'il y a, n'est-ce pas, des comptes que nous jugeons qui peuvent, n'est-ce pas, qui a l'atteinte aux bonnes mœurs, etc., ou qui, au niveau de la sécurité publique, devient, on peut les supprimer directement, voyez-vous. Pour le moment, on ne peut pas le faire, mais ailleurs, ça se fait. Quand on va à la CNIL, en France, ils attaquent à distance. Ils n'ont pas besoin de se déplacer. Donc, il y a toute cette technologie. Donc, vous voyez que localement, il faut bien sûr une loi et il faut absolument s'arrimer donc, à l'international. Monsieur Camou, pour votre intervention. Alors, Monsieur Ona va peut-être nous rejoindre rapidement, peut-être un peu plus tard avant qu'on conclue ce live. Donc, je vais enchaîner tout de suite sur le deuxième débat parce qu'on a fait le premier. Je vais enchaîner donc sur le deuxième débat qui était donc… Ah, Madame Mazan, vous avez une question? Je vous écoute. En fait, j'avais une question justement par rapport au suivi des startups sur la question de la protection des données. C'était quel programme en fait est mis en place pour s'assurer que les solutions qui sont mises en place respectent. C'est-à-dire que j'ai entendu effectivement que vous disiez qu'on leur dit qu'il y a un cadre juridique, mais techniquement, qu'est-ce qui est implémenté pour que toutes les startups aient une politique de confidentialité, une charte de protection des données et éventuellement des conditions générales d'utilisation. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans ce sens? Je vais me permettre, Kenny, peut-être que tu réponds à cette question. Si tu peux d'abord commencer. Non, c'était juste qu'évidemment, on essaie de mettre en place avec startups, notamment au niveau de la consultation. Évidemment qu'on ne va pas les lâcher librement dans la nature comme ça, parce qu'il est important de savoir que beaucoup de startups sont dans des domaines par définition innovants, des domaines qu'ils ne maîtrisent pas forcément, ou alors qu'ils ne sont peut-être pas maîtrisés. La première fois qu'on a une application de GPS qui permettait de nous donner une direction, on n'a pas tous compris rapidement que pour donner la direction, il faut donner le point d'où on est, donc il faut partager, c'est entre guillemets sa localisation. Donc l'idée, c'est qu'on accompagne des startups notamment dans les termes généraux, mais qu'on recherche avec eux pour mettre en place des termes parfois qui n'existent pas. Donc là, peut-être je vais passer la parole à Kenny pour qu'il puisse expliquer un petit peu les démarches qu'il met en place au niveau des startups. Je t'en prie, Kenny. D'accord. Pour les startups, la première chose qu'on fait, c'est déjà de leur donner des cours, de leur renvoyer déjà, expliquer en fait les textes de loi qui sont là. Par exemple, la loi 01 de 2011, il faut d'abord qu'on leur dise ce qu'est une donnée personnelle, alors comment ils doivent les traiter, ensuite ce qu'ils en font. Donc, une fois on leur a donné ces différentes étapes, quand il s'agit maintenant de la rédaction des confidentialités, on s'attelle à ce que
les textes de loi et les revendications qui sont mises à l'intérieur sont en adéquation avec ce qu'ils disent, avec ce qu'ils veulent mettre et ce qu'ils veulent vendre dans leurs produits. Donc, une fois ces éléments sont faits, ils vont, en matière juridique, se rendre dans les endroits qu'il leur faut pour déjà les confidentialités et qui concernent leur personnalité juridique. Et quand ils reviennent, on s'assure en fait que tous les documents ils soient déjà de façon légale reconnus par les entités économiques du Gabon. Et après, on refait encore une mise à jour de leur statut. En ce moment, on continue à travailler avec certaines startups qui sont on les a entraînés depuis 2 ans, mais aujourd'hui, on travaille encore avec eux sur la protection des données pour savoir déjà quelles sont les avancées actuelles et est-ce qu'ils ont fait des mises à jour par rapport à cela. Donc, merci Madame Mazon, est-ce qu'on a répondu à votre question? Donc, parfait, merci. Alors, je vais passer très rapidement au deuxième débat que je voulais mettre en place. Normalement, j'espère que M. Léonard va nous rejoindre. Donc, l'idée, c'était de savoir un petit peu, est-ce que la réaction des personnes est disproportionnée par rapport au changement de conditions? Comme l'a rappelé Madame Mazan, ces conditions, ces données, on les a déjà partagées, entre guillemets, avec Facebook, avec Facebook un peu plus tôt. Quand on a mis un compte, on a donné ces données. Quand on a inscrit notre compte à Facebook, WhatsApp, on a déjà donné ces données. Donc, est-ce que réellement, la réaction des gens, pas la juger personnellement les gens, mais est-ce que le fait qu'il y ait un changement, est-ce que ça veut dire que est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter pour ça? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Même les gens qui sont en ligne, qui nous regardent, les quelques personnes qui nous regardent, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, Kenny, toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que la réaction des gens est proportionnée ou disproportionnée? C'est bon. Oui, vas-y, je t'en prie. Comme disait tout à l'heure monsieur le commissaire et madame Mazan, c'est quelque chose qu'on avait déjà l'habitude de faire en fait. Parce que depuis, quand moi-même j'utilise Facebook, j'utilise Instagram et j'utilise WhatsApp, quand WhatsApp rachète Instagram pour ce qui concerne le partage d'informations, j'avais totalement été d'accord avec. Ça veut dire que depuis la base, nous-mêmes, on acceptait de partager ces informations-là. C'est que quand vous allez sur Facebook, on vous demande mettez une photo de profil. Nous-mêmes, on la met. Quel est votre numéro de téléphone? Parce qu'à un moment, Facebook va vous rappeler que vous n'avez pas de numéro de téléphone. On va mettre le numéro de téléphone. Quelle est votre adresse mail? Où vivez-vous? Quelles sont les informations vous concernant? C'est nous-mêmes qui les donnons à ces réseaux sociaux-là. Donc, oui, WhatsApp, c'est mal pris parce qu'ils ont pris des gens au dépourvu. D'accord? Mais c'est quelque chose qu'on avait déjà l'habitude de faire. On partageait déjà nos informations à des personnes. On publiait nos localisations sur les réseaux, sur WhatsApp, via Instagram et tout. Donc, moi, je vois pas pourquoi les gens en ont fait tout un plat. Peut-être sur le côté consentement, et c'est sur ce côté où moi, je dirais que d'accord, la WhatsApp en a fait trop parce que ils nous ont donné un seul choix. Soit on accepte, soit on part. Or, le choix voudrait que soit vous acceptez, soit vous voulez, et vous allez émettre certaines hypothèses. Donc, est-ce que vous acceptez de partager telle ou telle information? Là, on devait dire oui, ça on accepte, ça on n'accepte pas. Mais nous dire soit vous acceptez, soit vous sortez de l'application, ça c'est un viol de notre consentement. Et c'est là où moi je dirais que WhatsApp en a fait un peu trop. Alors ensuite, je vais passer la parole à Monsieur Ikamo. Je crois que Madame Mazan a quelques soucis. Madame Mazan, vous êtes toujours là? Oui. Ah, pas de souci parce qu'on ne vous voit plus en fait. Donc, je disais que non, et vous-même, est-ce que vous pensez que la réaction des utilisateurs est disproportionnée par rapport au changement de conditions d'utilisation de WhatsApp? Est-ce que vous m'entendez, Madame Mazan? Ah, d'accord. Je pensais que c'était. Non, c'est à vous. D'accord. Disproportionné, je ne pense pas. Je pense que c'est intéressant comme réaction parce que il y a comme une prise de conscience de quelque chose auquel on ne faisait pas attention. Donc effectivement, on donnait tout le temps les données sans se poser de questions, sans chercher à savoir quel sera l'impact, quelles seraient les finalités en fait pour lesquelles on les donnait. Et là, c'est intéressant quand même que ça a pu nous interpeller et nous plonger un peu pour nous poser la question qu'est-ce qu'ils vont faire de ces données-là. Donc, je pense que elle n'est pas disproportionnée, elle est intéressante et elle est même importante puisqu'elle nous permet de nous remettre en question et de choisir et de nous dire, bah, finalement, pour une fois, je n'ai pas envie de donner mes informations personnelles et peut-être que je vais faire le choix de partir de là. Mais ce sera intéressant que ce soit un choix en conscience et surtout de prendre conscience quand même que dans le cas précis de Facebook et de WhatsApp, les données qui vont être partagées sont quasiment les mêmes. Et donc, quel est l'objectif de Facebook?
qui est surtout de basculer ces éléments de marketing, de publicité sur WhatsApp. Donc, est-ce que ça nous porte préjudice? Je pense qu'il faut surtout se poser la question. Quel préjudice moi je peux avoir vis-à-vis de ça? Est-ce que ça peut me nuire? En fait, quel est l'impact pour moi? Et si la question de l'impact nous semble disproportionnée par rapport aux informations qu'on souhaite donner, bah, effectivement, faire le choix en conscience, de dire je ne souhaite pas avoir de la publicité sur WhatsApp parce que j'aimerais juste discuter tranquillement avec mes amis, ou simplement je ne souhaite pas qu'il y ait ce bridge entre les deux et je ne souhaite pas que les mêmes moi par exemple, je ne donne pas toutes mes informations ne sont pas sur Facebook. Je n'ai pas donné ma localisation. Il y a énormément d'informations, par exemple, qui ne figurent pas. Et je pense qu'avec mon téléphone, de temps en temps, j'active la géolocalisation. Et donc, peut-être qu'effectivement, certaines données qui ne sont pas finies ou qui ne sont pas encore données à Facebook vont se retrouver sur Facebook. Et donc, je me pose la question. Disproportionnée, je ne pense pas. C'est une vraie réaction de prise de conscience, mais c'est l'occasion, en fait, de repenser notre façon de fonctionner vis-à-vis de nos données et de réfléchir, pourquoi est-ce qu'on fait le choix de partir ou de rester? Pour votre réaction, Madame Azan. Est-ce que, Monsieur Ikamou, vous-même, est-ce que vous avez un avis? Est-ce que vous pensez que la prise de conscience sur la protection des données à caractère personnel, elle est importante de nos jours? Bon, je crois que c'est une occasion pour nous, pour nous, c'est une bonne occasion, hein, pour permettre aux gens, effectivement, de savoir ce qu'on en fait, n'est-ce pas, de leurs données. Je crois que beaucoup de gens réagissent un peu à raison, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que par rapport aux informations que j'ai sur WhatsApp, et que ceux qui sont sur Facebook, je crois que j'ai beaucoup plus d'informations relatives à ma vie privée, à mon intimité sur Facebook qu'il y a plutôt sur WhatsApp qu'il y a sur Facebook. Voyez-vous? Donc, je crois que le fait de dire, bon, on peut aller regarder maintenant sans vous demander, prendre ce qu'il y a là-bas pour pouvoir les ramener, par exemple, sur Facebook ou ailleurs, ça le fait peut-être, oh là là, parce que je fais les choses sur Facebook, plutôt sur WhatsApp, que je ne peux pas faire sur Facebook. Et si vous interrogez la plupart pour ne pas dire les Gabonais, que je connais pas ce qui se passe ailleurs, mais je sais que c'est considéré un peu comme un réseau intime. Où, rapidement, WhatsApp, tu appelles les enfants, demandes, on envoie le plat qu'on a mangé, etc. Marco, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Voilà ce que je mange ce midi, on filme, etc., etc. Vous êtes à la pêche, vous envoyez les infos chez l'ami, etc. Donc, il y a beaucoup plus d'informations liées un peu beaucoup plus à la vie privée des gens, beaucoup même sur WhatsApp que sur Facebook, à mon avis. Donc, cette situation de pouvoir faire cette portabilité-là, n'est-ce pas, des données personnelles, en un clic, les inquiète de ce point de vue-là. Maintenant, ils se rendent compte de l'importance, n'est-ce pas, des données personnelles. Et pour nous, ça permet aux gens de savoir qu'il faut s'informer. Il faut savoir désormais que les données personnelles font partie de vos droits et de vos libertés. Évitez de mettre sur Facebook, n'est-ce pas, n'importe quelle information, ou bien sûr WhatsApp. Parce que les algorithmes qu'on met derrière, on finit par faire un profil. Et certainement, je crois que Google et tous les autres, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes, nous nous connaissons. Voyez-vous? Vous cliquez, vous mettez, ils vous diront jusqu'où vous êtes né, en un clic, voyez-vous? Parce que justement, ces informations, nous les avons communiquées nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons communiqué ces informations. Donc, évitons de ravitailler des informations qui peuvent être compromettantes pour nous. Si ces informations ne sont pas susceptibles de porter atteinte, moi, je ne vois pas pourquoi. Je me dirais, bon, écoutez, que Facebook prenne ce qu'il y a dans mon WhatsApp, moi, je n'ai rien de caché, rien qui peut me nuire, voyez-vous. Mais comme c'est un réseau qui est considéré un peu comme plus intime, eh bien, les gens réagissent rapidement parce qu'ils se rendent compte que les informations qu'ils ont laissées sur Facebook, ce n'est pas les mêmes qu'ils ont sur WhatsApp. C'est un peu ça. Je suis parfaitement d'accord avec vous, Monsieur Ikamou, parce qu'à la base, WhatsApp était un réseau de messagerie. Je sais que même Facebook, par exemple, a son réseau Facebook Messenger.
Donc dire, on met n'importe du contenu sur Facebook parce qu'on le partage à tout le monde, mais quand on est à niveau d'échanger avec nos contacts, nos amis, c'était des messages à caractère un peu plus personnel. Donc il faut savoir que face, entre guillemets, au vent de panique, à la réaction des gens, WhatsApp a fait marche arrière. D'abord, ils ont repoussé la date limite qui était au 8 février, de mémoire elle est en mai ou en mars maintenant. On sent qu'ils vont essayer un petit peu de retravailler, qu'ils se sont rendus compte que le basculement était trop brutal. Et ce qu'on a déjà vu par contre, dommage que monsieur Onan ne soit pas là pour réagir, j'aurais aimé qu'il puisse vous en dire un peu plus, c'est que désormais WhatsApp a des statuts visibles dans votre ligne. Si on regarde dans les statuts, désormais dans les statuts visibles, et notamment c'est qu'ils se servent de ces nouveaux statuts pour pouvoir déjà nous informer sur les changements des conditions. Donc, on a déjà vu, ce qui est intéressant, c'est que c'est de la publicité qui est arrivée sur WhatsApp, du jour au lendemain, puisque techniquement c'est la marque qui nous parle. Moi, ça m'a fait un peu réagir. J'ai dit, j'ai jamais demandé à recevoir la publicité de la part de WhatsApp, et j'ai pas fait attention, mais je sais qu'Instagram le fait depuis des années. Sur Telegram, on reçoit en guillemets des messages quand ils ont fait des mises à jour, mais techniquement c'est considéré comme de la publicité. Donc on a une marque qui communique pour nous dire que ne vous inquiétez pas, la seule chose qui change pas votre vie privée, en nous envoyant un message à notre numéro sans nous avoir demandé est-ce que vous voulez recevoir le message ou pas. Donc on a déjà un petit peu l'application qui est en train d'évoluer, et je pense qu'il y a entre guillemets de la communication de crise pour se dire que on a peut-être, comme l'a dit Kenny, peut-être qu'on s'est mal exprimé, on va essayer de revenir sur la base, de travailler la copie qu'on a mis en place pour peut-être donner plus de choix. Vous voulez partager vos données, oui, non, quelles données? Mais je pense que le consentement a été, le fait que ce soit oui, non, si t'es pas d'accord, tu t'en vas, je pense que ça a choqué beaucoup de monde. Là, ils ont essayé de rattraper comme ils ont pu. J'ai vu plein d'articles où ils essaient de récupérer les gens. Non, on va pas vous regarder vos données. Non, ça ne concerne que les professionnels. Non, on a repoussé la date. Donc, je pense que c'est une bonne chose, comme on discutait hier avec Kenny, que les gens ont pris conscience de l'importance des données personnelles. Déjà, beaucoup ont découvert ce que c'est. Je sais que la commission a aussi une mission de vulgarisation, donc il y a sûrement des campagnes qui ont déjà été mises en place, il y en a d'autres qui vont être mises en place. Il faut savoir qu'hier, on était le jeudi 28 février, et c'est la journée mondiale des données à caractère personnel. C'est pour ça que normalement le live était prévu hier, mais les dieux d'Internet n'étaient pas avec nous. Donc je disais que l'idée c'est que non, on a une journée qui est prévue pour ça, on a des opérations qui sont mises en place par la commission pour informer les gens, et ce qu'il y a d'intéressant, surtout ce que moi j'ai trouvé bien, c'est que non, même localement, des gens qui certes n'ont pas tous le même niveau culturel que d'autres pays à l'étranger, ont eux aussi été choqués par l'utilisation de leurs données personnelles. Ils se sont rendus compte de l'importance de ces données, et évidemment eux aussi ont été choqués. Pour ne pas citer le cas malheureusement des partages de vidéos à l'excès très récemment qui est sorti au Gabon, il faut savoir que non, il y a aussi pour moi un gros travail d'éducation, notamment au niveau des jeunes, sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et ça, c'est pas uniquement Facebook et WhatsApp, c'est aussi le fait de savoir quelles données on partage et à qui on les partage aussi. Il y a un réseau que je déteste malheureusement, je n'ai pas de compte, c'est TikTok, qui est surtout ce qui est formidable avec ce réseau social, c'est que non, il est pour les jeunes, mais on a des moins jeunes qui sont dessus. Et on a un petit peu cette dichotomie, cette opposition qui fait en sorte que non, on partage des contenus vers des jeunes, moins de 13 ans partagent des contenus vers des gens beaucoup plus âgés, et à moins de 13 ans, on n'est pas vraiment connu pour prendre des décisions très éclairées. Donc l'idée c'est que non, pour moi, au même titre qu'on a des cours de mathématiques, qu'on a des cours de géographie, de sciences physiques, de français pour ne pas faire des fautes dans le monde plus tard, pour moi on devrait réellement faire des cours, à la fin des cours d'éducation civique aussi, où on nous a appris nos droits et nos devoirs, j'en ai eu au lycée. Donc pour moi, il devrait réellement avoir un cours aussi spécialement pour l'idée de protection des données. On devrait nous dire, pour moi, j'aurais aimé que dès 13 ans, même dès le lycée, enfin à l'époque, il n'y avait pas encore Facebook, on avait de moins que MySpace, et encore on n'avait pas de connexion au Gabon, donc c'était pas vraiment ciblé. Mais désormais, un enfant de 12 ans a déjà, 12-13 ans a déjà un smartphone, a très souvent un compte WhatsApp pour être en communication avec ses cousins, ses cousines, ses copains, ses copines. Pour moi, on devrait déjà avoir des cours de sensibilisation sur l'utilisation des données, l'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet. On a un de nos formateurs, monsieur, j'oublie son nom, donc un de nos formateurs qui donne notamment des cours aux très jeunes pour créer ce qu'on appelle un permis Internet. L'idée, c'est de savoir comment on communique sur Internet, quelles données on donne ou on ne donne pas. Et pour moi, ces cours devraient être donnés de manière généralisée. Tout le monde devrait savoir qu'est-ce qu'une donnée personnelle. Tout le monde devrait au moins connaître, au moins vaguement, qu'est-ce que mon entreprise a le droit de faire avec une donnée. Si m'ont donné un téléphone pour le travail, si je m'en sers pour envoyer un message à ma copine ou à un ami, est-ce que l'entreprise peut me sanctionner si on m'a pas dit que mes données seront utilisées? Pour moi, il y a réellement un gros travail de sensibilisation. Ça, c'est pas dirigé vers la commission qui fait cette reproche, et c'est aussi dirigé vers les utilisateurs. Très souvent, on ne regarde pas
comment fonctionne quelque chose tant que ça marche. Tant que ça marche, tant que les gens n'ont pas de problème, tout va bien. On n'est jamais allé regarder. Ben, au fait, qu'est-ce que je mettais sur Facebook généralement? Et ce que je trouve assez drôle sur Facebook, c'est que régulièrement, ils nous mettent ce qu'on a mis il y a 6 ans. Il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans, etc. Et on ouvre ces rappels, on dit, mais qu'est-ce que pourquoi j'ai mis ça? Et on se rend compte qu'on partageait des histoires personnelles, des histoires, etc. Donc on a besoin d'être pas choqué dessus, on a besoin de prendre conscience. Alors, il y a quelques années, pour partager une histoire personnelle, j'ai fait mon mémoire, j'ai travaillé sur l'idée de la géolocalisation, notamment pour l'idée qu'on puisse donner des publicités un peu plus ciblées aux gens en fonction de là où ils sont. Des publicités sur entre guillemets, le supermarché du coin vont plus intéresser ceux qui habitent à côté du supermarché que ceux qui habitent dans une autre ville. Et il y avait une étude qui avait été faite sur le fait de partager la localisation qu'on voulait, et beaucoup de gens, on avait remarqué que beaucoup de gens, en fait, n'étaient pas opposés à partager leur localité, en fait très opposés à partager leur localisation. Ils ne voulaient pas dire où ils étaient présentement. Et dans le même temps, à l'époque où je faisais ce mémoire, il y avait beaucoup d'amis qui organisaient des fêtes, etc. et qui ne manquaient pas, pour dire qu'ils organisaient la fête chez eux, à partager l'événement sur Facebook en mettant leur adresse, leur numéro de téléphone pour que les invités puissent se rendre à la fête et ne le supprimer pas forcément. Et pour vous choquer encore un petit peu plus, il arrive très récemment que les gens disent qu'ils partent en vacances, ils vous filment le billet. Ou alors ils partent en vacances, ils disent je vais aux Maldives pendant 2 semaines. Donc ils informent énormément de monde que pendant 2 semaines il n'y aura personne chez moi. Donc si quelqu'un veut venir voler, je vous en prie. Ce qui m'a fait aussi rire, ça c'est il y a tout juste 3 mois, c'était un footballeur très connu qui a gagné une édition collector d'un jeu, qui était tout content, qui a fait entre guillemets la promotion sur les réseaux sociaux, qui a notamment montré le code promotionnel unique qu'il avait reçu, qui lui permettait d'avoir accès à énormément de choses. Sauf qu'en le montrant sur les réseaux sociaux, quelqu'un a relevé le numéro du code promotionnel et a récupéré son lot avant lui. Donc c'est un partage de données entre guillemets personnelles qui a été récupéré. Et je pense qu'il s'est senti sûrement un peu bête, parce que les sections de données privées, il arrive que les gens prennent en photo leur billet avant de partir pour flasher devant leurs amis. Et je sais que j'ai déjà lu ça, c'est arrivé que quelqu'un récupère le numéro du billet sans forcément pouvoir le prendre, et il peut l'annuler grâce au numéro du billet. Donc, il est important qu'on soit tous informés sur ce qu'il faut partager, sur ce qu'on a le droit de réclamer une fois que ces données ont été partagées, notamment dans le cadre des fuites de vidéos sans consentement, mais aussi dans le fuite d'informations qu'on n'a pas forcément choisi. Donc, avant de conclure ce petit débat, est-ce que Madame Mazan, Monsieur Camou, vous avez quelque chose à rajouter? Je pense qu'on va aller toujours dans le même sens. Donc, effectivement, il y a une commission qui est là, mais la commission ne peut pas tout faire. Elle a certes des prérogatives, mais elle ne peut pas venir tous les jours nous prévenir de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc, effectivement, je pense qu'elle joue son rôle de sensibilisation, elle joue son rôle et je pense qu'elle n'a pas encore beaucoup sanctionné, mais à un moment donné, elle n'aura plus le choix puisqu'on se retrouve quand même 10 ans après la sortie de la loi. Mais avant d'envisager les sanctions, effectivement, il faut une vraie prise de conscience. Donc, il ne faut pas qu'on se retrouve dans la situation de Facebook ou WhatsApp pour pouvoir se dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Je pense que tout ce qui a été dit là juste avant moi est assez pertinent pour nous faire prendre conscience que ce qu'on fait sur Internet, déjà, ça reste sur Internet, mais en plus, qu'il faut vraiment commencer depuis tout petit, je pense même avant qu'on ait un smartphone, pour que quand on a un smartphone, on ait conscience que les entrepreneurs prennent le lead réellement sur toutes les données. Monsieur Camou a beaucoup parlé, par exemple, des données simplement des salariés, des données de ressources humaines. Il y a énormément de données qu'on collecte tous les jours sans avoir conscience qu'on n'en est pas propriétaire, on en est gardien. Et donc, c'est une prise de conscience collective, une sensibilisation accrue et un besoin vraiment de prendre le lead sur nos informations et savoir que en fait Internet c'est pas la jungle et il faut faire attention quand même. Madame Azan, et encore une fois merci d'avoir été présente. Monsieur Camou, est-ce que vous voulez peut-être donner un mot de la fin, votre mot de la fin? Oui, bon, mot de la fin, dire simplement que il est important que les citoyens s'imprègnent de leurs droits, c'est très important, et que les responsables de traitement également soient conscients des obligations qu'ils ont. Que dans ce combat-là, la commission n'est pas seule. La commission, dans le cadre du corpus juridique, dispose également du code pénal, du code de la communication, qui rentre en ligne de compte aussi. Donc, il y a des dispositions aussi qui répriment et qui protègent aussi les données personnelles.
Et il y a aussi dans le cadre de la, je veux dire, de la sensibilisation, un grand acteur qui est national, qui est chargé des politiques de l'économie numérique, c'est la Direction générale de la promotion de l'économie numérique, qui est la DGPN, qui est au ministère de l'économie numérique, et qui, normalement, doit jouer son rôle de promotion de l'économie numérique, c'est-à-dire auprès des utilisateurs, pour leur donner les tenants et les aboutissants. Attention, dans le monde numérique, on ne se comporte pas n'importe comment. Attention, vous allez créer, n'est-ce pas, une entreprise en ligne, etc. Il faut faire attention. Vous avez des déclarations simplifiées qu'on appelle, c'est-à-dire que, en ce qui concerne les entreprises en ligne, eh bien, on vous donne les conditions de sécurité et de protection, n'est-ce pas? Donc, il faut les tenir informés, leur dire que vous êtes tenus de vous signaler auprès de la commission, si vous êtes en ligne, vous créez une entreprise en ligne, eh bien, que dès lors que vous utilisez les données à finalité personnelle, eh bien, vous êtes tenus aux déclarations simplifiées pour éviter que vous tombiez, n'est-ce pas, dans le piège des sanctions lorsqu'il y aura vérification. Donc, la promotion de l'économie numérique a un rôle à jouer important au niveau de la jeunesse, également au niveau des entreprises, surtout pour les utilisateurs, justement, dans le monde numérique. Merci beaucoup, monsieur Ikamou. Donc, comme vous disiez, c'est effectivement la direction donc, de la promotion de l'économie numérique qui doit aussi faire cette démarche. Nous, en tant qu'incubateur, on s'est dit que c'était très important de profiter de cette journée, en tout cas de cette période, pour informer, mais aussi, vu qu'on a la volonté aussi que les futurs entrepreneurs nous regardent, c'est qu'on se dise aussi qu'eux aussi, ils se rendent compte qu'il existe une réglementation claire des sanctions, notamment au niveau de la protection des données. Certes, on est encore dans un pays qui, entre guillemets, on est au Gabon, le pays le plus connecté de l'Afrique centrale, quasiment, parce que le Gabon a beaucoup investi dans l'infrastructure. Il y a 10, 15 ans, je me rappelle, quand j'avais l'âge de lycée, Internet à la maison, c'était un produit de luxe. Pour avoir Internet, on est obligé d'aller au cybercafé. Donc, à ce moment-là, on ne se préoccupait pas réellement des données personnelles, du moins liées au niveau des technologies. Maintenant, aujourd'hui, chaque foyer quasiment est connecté. Si ce n'est pas par la connexion à la maison par Canalbox ou Move Gabon Télécom maintenant, Move Afrique Gabon Télécom. L'idée, c'est que maintenant, chaque foyer est connecté au moins par son téléphone. Donc maintenant, Internet est jusque dans nos maisons, parfois même jusque dans nos poches, dans nos chambres, et nous suit en permanence. Donc, il y a réellement un devoir d'éducation qui doit se mettre en place plus régulièrement. On doit avoir peut-être des vidéos, des spots publicitaires qui informent quels sont les droits, les devoirs et ce qu'il faut ne pas faire, comme on a pu le voir très récemment dans l'actualité. Alors malheureusement, on n'a pas pu retrouver M. Ona. J'aurais aimé vraiment qu'il interagisse dessus. Peut-être que je posterai très prochainement une vidéo, il donnera son avis sur ce débat, ce sera très intéressant. Parce que notamment, je voulais qu'il partage son expérience aussi, qu'il nous donne des indications sur son avis, notamment sur la direction des réseaux sociaux, à savoir notamment l'utilisation des données qu'on va faire. WhatsApp a une politique qu'ils ont annoncée dans les grandes lignes, mais qui est notamment beaucoup plus précise. Ils vont utiliser des données pour faire la publicité ciblée. WhatsApp veut nous permettre désormais d'acheter via sa plateforme. Mais ce qui est aussi important de savoir, Madame Mazan l'a dit tout à l'heure, c'est que l'utilisation de WhatsApp est beaucoup plus faite en Afrique, un pays en développement, qu'en Europe. Donc, réellement, on peut se demander quelle est la cible finale de ces mises à jour, sachant que l'Europe, entre guillemets, les continents développés, c'était déjà eux protégés. Donc, est-ce que, sans faire vraiment de complotisme, je me dis que peut-être c'était plus ciblé vers des pays en développement dont la législation était peut-être pour eux encore un peu flou et peut-être un positionnement à prendre. Heureusement, on a des lois qui nous protègent dessus. Donc la loi a rattrapé la technologie, espérons qu'elle rattrapera toujours assez vite. Donc pour conclure rapidement, j'aimerais vraiment remercier Madame Mazan, Monsieur Ikamou de la commission d'avoir été présent, c'est important. L'idée, c'est qu'il y a les quelques personnes qui nous regardent en direct et qui regarderont sur ce poste un peu plus tard vont en apprendre beaucoup. Moi, d'ailleurs, j'en ai appris beaucoup aujourd'hui pour savoir quels sont leurs droits en matière de protection de données. Les entreprises aussi, parce qu'il faut savoir que les personnes morales, physiques n'ont que des droits. Les entreprises, elles, ont des devoirs en termes de données. Il faut aussi savoir qu'eux, ils en apprendront un peu plus. Ils sauront que maintenant, il y a une commission de laquelle ils doivent se rapprocher pour éviter la sanction, parce que très prochainement, comme a dit Madame Mazan, ils vont sanctionner, parce qu'ils ont informé pendant quelques années. Il faut savoir que la commission est déjà à sa deuxième mandature. Ils ont informé beaucoup, ils ont fait beaucoup de journées de sensibilisation, ils ont fait beaucoup d'événements, notamment dans le cadre de la journée mondiale. Donc un jour, ils vont finir par sanctionner. Donc il est important, je sais qu'il y a un formulaire à prendre en place, il y a des choses à faire pour se régulariser. Il est important pour les entreprises, pour les startups, de commencer à se régulariser pour éviter de tomber dans la sanction.
Alors, Madame Mazan, vous aviez un mot à dire avant de conclure ou c'était bon pour vous? Ah, parfait. Donc, Monsieur, C'est bon pour moi. et Monsieur Camo, c'est bon pour vous? C'est bon, c'est bon. Ok, merci. En tout cas, merci pour les échanges. Je pense qu'ils ont été très riches et m'ont édifié aussi et m'ont apporté des éléments nouveaux. Donc, en tout cas, merci. Merci à vous. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Et je vous souhaite à tous de rentrer rapidement chez vous, surtout pour vous, Monsieur Camo, parce qu'il faut savoir qu'on est désormais en couvre-feu de 20h. Donc, merci vraiment de nous avoir rejoints. Ceux qui regarderont plus tard vont comprendre pourquoi on accélère un peu. On va pas faire des pompes au Carrefour. Donc, merci encore une fois de nous avoir rejoints et d'avoir échangé avec nous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. C'est bon. Est l'un des facteurs qui permettent aux entreprises de s'adapter dans un environnement en perpétuel mouvement. L'innovation est bien plus qu'un concept abstrait. Elle s'applique à tous les secteurs et est adaptée aux réalités de chaque entreprise. Innover, c'est savoir s'ajuster pour mieux répondre aux besoins d'un client grâce à une approche nouvelle. Beaucoup d'entreprises en Afrique et au Gabon notamment ont compris l'importance de l'opportunité qu'offre le numérique et donc se sont lancés dans des grands projets de transformation digitale et d'innovation. Vous avez par exemple des sociétés comme UBA qui a lancé le chatbot Léo qui permet de faire du service après-vente même après que la banque soit terminée. Et les services publics, donc les grandes entreprises parapubliques, sont aussi dans cette vague, puisque très récemment, vous avez par exemple vu la CNAM-GS qui a annoncé un service de télétransmission, de télégestion pour améliorer le service aux usagers de la CNAM-GS. Créée dans le cadre du plan stratégique Gabon numérique, la SING œuvre pour renforcer la compétitivité des économies africaines à travers le digital. Avec son incubateur numérique Pivot 4.0, elle se positionne également comme un tiers-lieu de l'innovation, c'est-à-dire un terrain d'expérimentation des innovations les plus récentes pour les entreprises gabonaises. Le Gabon est le premier pays connecté d'Afrique centrale et de l'Ouest. Internet, qui présente un potentiel de développement considérable pour l'économie, couvre 70% du territoire gabonais et constitue une véritable opportunité de croissance. Les startups l'ont d'ailleurs bien compris, mais manquent bien souvent de financement au démarrage. Pour pallier à ce problème, la SING a créé des programmes et des offres d'incubation qui facilitent l'entrée pour l'entrepreneuriat numérique. Bonjour, nous sommes Julien et Kenneth, fondateurs de Libre Vie Service. C'est une plateforme de livraison à la demande qui permet de faire des courses de tout genre. C'est pratique, c'est rapide via la géolocalisation, mais aussi permet le temps emploi. Nous sommes étudiants en France et nous nous sommes rapprochés de la SING pour nous adapter aux réalités du terrain et répondre aux attentes du marché local. Je m'appelle Ariane Akere, cofondatrice de la start-up gabonaise SAPEI, qui est une solution numérique de paiement en masse via Mobile Money qui permettra aux salariés de ne plus se déplacer d'une ville vers une autre pour percevoir leur salaire. 81% des villes n'ont pas d'établissement bancaire. Et nous sommes partis d'une simple idée aujourd'hui avec l'appui et l'accompagnement technique, matériel et les experts de l'incubateur. Nous avons un prototype fonctionnel. Bonjour, je suis Biran Ndiaye, fondateur de la solution Orema. Orema est une solution numérique qui permet de gérer et d'intervenir à distance sur les compteurs EDAN à partir d'une application ou d'une plateforme web. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Pour les usagers SEG, ce sera recharger, consulter à distance, plus besoin de rentrer les codes physiquement sur le compteur. Agiles, audacieuses et pressenties pour une croissance exponentielle, ces startups peuvent permettre aux entreprises d'adopter rapidement et efficacement de nouveaux modèles commerciaux bien plus performants. Nous encourageons vraiment les entreprises gabonaises à se lancer dans l'innovation numérique, car aujourd'hui le numérique touche tous les secteurs, que ce soit le bois, l'agriculture, le bâtiment. Tous les services de l'économie peuvent être impactés et peuvent être multipliés si le numérique trouve sa place dans la société gabonaise. Ce que nous voulons faire à la SING, c'est d'amener en fait les chefs d'entreprise, que ce soit les multinationales, les administrations, à sensibiliser leurs employés à l'utilisation du numérique, à améliorer le service client grâce au numérique ou encore à développer de nouveaux produits qui vont permettre de pouvoir atteindre de nouveaux marchés. Nous mettons en lien les startups et les jeunes qui sont réellement performantes pour qu'elles puissent apporter leur agilité auprès des grandes entreprises. L'administration n'est pas en reste, ce que nous voulons faire, c'est introduire plus de numérique pour améliorer le service aux usagers.